En fait, le premier contact pour moi, avant d'être sociologue, j'ai fait des études médicales. Je suis docteur vétérinaire. Et à la fin de mes études, en 1980, j'ai eu le hasard, je ne sais pas comment c'est arrivé entre mes mains, j'ai lu le premier article en anglais du très court article dans le Monthly Mortality and Morbidity Report du CDC, ce très court article qui signalait l'occurrence de plusieurs cas de pneumonie très étranges chez des homosexuels aux États-Unis, mais donc sur les deux côtes. Je ne sais pas comment ce truc est arrivé entre mes mains, mais dans un flot scientifique d'articles. Bon, voilà. Évidemment, en tant que PD, quand j'ai lu ça, j'ai dit il y a un truc là. Et donc j'ai évidemment continué à garder une attention. Donc voilà, juin 80, moi c'est du début. Alors ce jour historique quand même, il faut le dire. Parce que c'est pas tous les jours qu'on prend le temps dans nos agendas où il y a plein de choses à faire pour parler de notre histoire. Et c'est très important. Puis aussi parler de nos soignants. Parce que souvent on parle de nos luttes, on parle de nos parcours de vie. Et rarement on prend le temps de se prendre cet espace-temps pour les évoquer. Et donc, c'est ce qu'on va faire tout au long de la journée. On n'a pas toujours l'habitude d'utiliser ces modes de faire, mais c'est aussi justement pour un petit peu booster nos collaborations, donc vous allez découvrir des outils où on va effectivement co-construire. C'est des outils que notamment des coopératives d'éducation populaire partagent, développent, pour justement permettre qu'on soit dans une véritable démocratie participative, que ce ne soit pas un vain mot, mais qu'on soit vraiment dans la mobilisation. Je m'appelle Isabelle Santis. J'ai plusieurs identités, mais parce que je performe les genres masculins et féminins. Et puis je suis également activiste de la lutte contre le sida depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce devoir et droit de mémoire, c'est aussi se rendre compte que notre histoire, elle se construit. Et donc notre mémoire aussi, elle se construit. Ça nous met en question sur aussi qu'est-ce qu'on met en valeur de ce qu'on a pu vivre et partager. Et puis aussi qu'est-ce qu'on questionne pour peut-être aussi nous relier à l'heure actuelle sur des enjeux et des combats très actuels. Pour ma mémoire à moi, dans mes souvenirs à moi, il y a eu des articles très divers dans l'IB à partir de 81. Ce qui m'a marqué, c'est un tout petit entrefilet qui a rarement été repris sur la découverte du test, la mise au point du test ELISA qui a permis de tester la quantité de virus dans le sang. Et ça, c'est 1983, donc. Et ce sont deux femmes, Christine Rouzio et Françoise Brun-Vézinet, qui ont mis au point cette technique. Et ça, on n'en parle jamais. Je suis originaire de la République centrafricaine. Je le dis parce que c'est la première fois où j'ai entendu parler du sida, c'est en Centrafrique. Et donc, c'est en 1985, donc, on a suivi un reportage à la télévision centrafricaine, où on faisait un reportage à l'hôpital, où on montrait des gens qui seraient frappés d'une nouvelle maladie et donc qui étaient dans un état, voilà, donc tout maigre. Et c'est ça qui nous a marqué. Et donc, c'est une nouvelle maladie qui viendrait de l'Europe. Voilà, ça vient de chez les Blancs. C'était comme ça. Donc, c'était une maladie considérée comme une maladie des Blancs à l'époque. Moi aussi, je suis incapable de dire quelle est la date exacte. Je me souviens, ayant toujours eu beaucoup d'amitié pour les singes, d'avoir lu des articles sur la maladie et les singes, après d'avoir entendu parler, oui, sur Haïti, les États-Unis, etc. Et moi aussi, j'ai été touchée personnellement par cette histoire parce que j'ai eu un cousin que j'aimais beaucoup, c'était mon amour d'enfance, quand j'avais 10 ans,
qui était médecin, c'est dire, et qui était homosexuel et qui a donc récupéré cette maladie. Et donc ça m'a toujours frappée parce que je me disais, même les médecins en fait ne savaient pas. Moi, j'ai été personnellement touchée par cette maladie, par mon fils, qui a été une des, on peut dire, dans les premières victimes touchées par ce virus. C'était en 86 et il est décédé en 90. Donc, c'est ce qui m'a... C'est pour lui que j'ai voulu intégrer une association qui aidait les personnes atteintes du sida et ça fait 26 ans que je suis à l'ADS. On a justement croisé nos regards en disant mais tiens, si on prenait le temps de se poser sur l'histoire du VIH, puisque maintenant c'est une histoire, c'est notre histoire et ça commence à faire histoire. Et donc on a voulu l'écrire ensemble et aussi se questionner parce qu'on a souvent beaucoup œuvré pour donner la parole aux personnes vivant avec le VIH, aux personnes aussi aimant, accompagnant les personnes vivant avec le VIH. Et on s'est rendu compte que peut-être qu'on ne connaissait pas, ou peu ou mal, l'histoire des soignantes et des soignants, et qu'on connaît souvent que quelques noms de grands professeurs, ce qui est déjà très bien, mais que l'histoire du VIH, de ces soignants et soignantes, c'était aussi plein de gens très invisibles, plein de gens qui étaient en grande proximité, plein de gens avec qui parfois c'était bien passé, parfois mal. Et donc ensuite, peut-être elles auront aussi... L'exercice, c'est de réfléchir sur les soignants invisibles. Et donc, en fait, on essaie de se dire, mais tiens, qui ça peut être ? Justement, ça peut être donc des soignants professionnels, des bénévoles, ça peut être aussi des personnes dans la famille, ça peut être des gens aussi qui étaient professionnels du soin, mais qui ont été aussi impliqués bénévolement. Bref, les gens sont en train de chercher, de dialoguer à partir de leur représentation et d'être critiques et de chercher aussi des noms de gens qu'ils ont pu connaître. Après, c'est de la famille en règle générale, mais c'est bien de citer. On a parlé des amis, et puis c'est même dans les hôpitaux, les femmes de ménage, on n'en parle pas, mais elles participent, même s'ils ne soignent pas, le fait que la chambre soit bien propre, ça contribue au bien-être quand même. Là, on est plutôt dans le réseau familial. Oui, dans le réseau familial. Alors, on est dans le réseau médical au sens large. Ok. Évidemment, l'invisibilité repose sur le fait qu'il s'agit de personnes pour qui c'était... Le travail est un travail de bénévole, de volontaire, donc avec tout ce que ça peut sous-entendre de manque de reconnaissance sociale, salariale, etc., etc. En fait, nous, on se devait plutôt poser la question sur l'invisibilité, cette fois-ci en termes de mémoire. Puisque, en fait, dans les exemples qui sont ressortis de nos discussions, on a constaté de véritables manques aujourd'hui, par exemple, dans le corps médical en termes de connaissances sur la gestion de la séropositivité. Tous les trois, on a été confrontés soit directement, soit indirectement à des personnes qui se sont vues, on pourrait dire, victimes un peu de ségrégation, discrimination d'une manière ou d'une autre. Ça peut donc être le cas d'une personne qui intègre une équipe de travail et qui fait l'objet d'une annonce officielle dans l'entreprise comme quoi elle est séropositive, mais il faut faire comme si tout était normal. On est tous soignants, je pense. Comme on est tous vulnérables, on est tous soignants à un moment donné pour quelqu'un. Et le réseau médical au sens large aussi. C'est-à-dire c'est les infirmiers, les infirmières, les médecins, mais les femmes de ménage, mais les gens qui ne parlent pas beaucoup, qui sont... Voilà, mais qui font beaucoup, souvent. Alors moi, je m'appelle Colette Caminel, je suis infirmière libérale, j'habite Toulouse et je suis intervenue sur cette journée des soignants invisibles, sur les prises en charge SIDA que j'ai effectuées au domicile des patients dans les années 90-96 à Toulouse et sa région. Le message que j'ai eu envie de faire passer, c'était la situation à l'époque d'une prise en charge, on pourrait dire,
archaïque, voire hors la loi de cette période de prise en charge des gens en stade sida en dehors de l'hôpital. Mon inquiétude actuelle par rapport à la prise en charge des patients autres que VIH, c'est qu'effectivement, nous avons beaucoup perdu de cette organisation en réseau. Pour nos patients VIH, on a été quelque part obligé de s'organiser et de travailler main dans la main avec différents partenaires. Actuellement, les choses sont structurées de façon tellement différente qu'il est très difficile d'organiser ce type de réseau. Et la maman a voulu récupérer sa petite parce qu'elle allait beaucoup mieux et qu'elle se sentait capable de... Et là, il y avait un conflit énorme entre la grand-mère et la maman qui est illustré dans ce dessin. En fait, quand l'enfant m'a offert ce dessin, Madame Nicolas, je veux vivre, je ne savais pas exactement ce qu'elle voulait me dire. Est-ce qu'elle était consciente de sa maladie et du traitement qu'elle devait prendre, etc. Ou est-ce que c'était une autre histoire? Et je lui ai demandé, je lui ai dit, oh là là, oui, je vois que tu es une petite fille qui a une force pour vivre extraordinaire, mais qu'est-ce qui te tracasse? Est-ce que c'est ta maladie? Est-ce que c'est ton traitement? Est-ce que c'est autre chose? Alors elle a levé les épaules, bon, ma maladie, ben non, je suis bien, effectivement, elle était pas mal. Et le traitement, bon, je le prends, mais j'y pense pas. Mais l'ennuyeux, c'est que voilà, je sais pas où aller vivre. Et effectivement, il y avait la maman d'un côté, et puis la grand-mère de l'autre. Hein, la petite fleur qui est un petit peu fanée, etc., c'est la grand-mère. Et la fleur qui est ouverte, c'est la maman. Et vous voyez... Je suis Joëlle Nicolas Randégère. Je suis pédiatre à la retraite maintenant. Et voilà, j'ai longtemps travaillé en Afrique, dans plusieurs pays différents, dans mon exercice professionnel. Et ensuite, j'ai continué ma carrière, on peut dire, au CHU de Montpellier. Et là, en Afrique, comme au CHU, j'ai été confrontée à l'épidémie de sida chez les enfants et dans leur famille, bien entendu. Ces enfants avaient intuitivement, ou le devinaient par les silences, par les mots qui étaient dits au-dessus de leur tête, etc., qu'il y avait un mystère, qu'il y avait un secret, et qu'ils étaient là au milieu de tous ces... de toutes ces choses difficiles, choisir entre maman et mamie, choisir entre la vie et la mort. Voilà, c'était donc ce dessin que je voulais vous offrir en hors d'œuvre, si vous voulez, pour vous montrer combien les enfants ont été mes maîtres. En fait, ils m'ont appris toutes sortes de choses, pas sur la science, pas sur, etc., mais sur la façon dont on vit. Moi, je trouve que ce serait intéressant d'avoir un site dédié à la mémoire de l'épidémie du côté des patients et des soignants, mais aussi la mémoire de tous ceux qui ont participé à cette lutte. Et qu'on le mette en place relativement rapidement, parce qu'il me semble que beaucoup d'acteurs sont en train de disparaître, en tout cas sont retraités comme moi, ou sont déjà disparus, et on aura beaucoup de choses qui seront perdues. Alors, simplement, mon point de vue est un point de vue qui se rattache à l'histoire militante et au mouvement des femmes. Et quand on parle de genre, de sexualité et de santé, on parle avant tout d'un combat politique, militant et féministe. Je suis Jean-Yves Le Tallec, je suis sociologue à l'Université de Toulouse. Cette question de la mémoire est une question récurrente, importante, non résolue. Qu'est-ce que j'ai essayé de raconter aujourd'hui? Quelque chose d'assez simple. C'est que la question mémorielle, la question de la mémoire, n'est pas simplement une affaire ponctuelle, conjoncturelle, contingente, liée à telle ou telle situation thématique, mais qu'elle est structurée par des rapports sociaux et qu'elle se pose en termes
en particulier pour la question du VIH/SIDA, en termes de rapport de genre et en termes de réflexion sur le care. Qu'est-ce que c'est que le care? Le care, c'est un terme anglais qu'on peut traduire par soin, mais aussi par attention aux autres, souci des autres, etc. C'est en fait à la fois une disposition, une responsabilité, un souci du bien-être d'autrui, et ce sont aussi des activités qui sont effectivement les pratiques concrètes pour prendre soin des autres. Alors, on est dans un référentiel que je vais prendre français, sur le mouvement des femmes et la seconde vague du féminisme. On est dans les années 70, ça c'est la première manif du MLF. Le MLF sera fondé juste après. Première manif de militantes, et c'était sur la tombe du soldat inconnu à Paris. Il y a une des banderoles, c'était il y a encore plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Alors cette journée du 17 octobre, en fait, elle est articulée avec plusieurs temps. On va l'articuler donc après avec des ateliers d'expression, de partage, de création, où justement on va repartager les questions, les témoignages du 17 octobre, puisqu'on s'est rendu compte, notamment en questionnant cette dimension de soignante, soignée, qu'est-ce qui s'y jouait. Donc on va travailler à représenter ces personnes. On va aussi chercher à compléter cette fameuse histoire par nos propres histoires individuelles et collectives. Donc ça va être 2 ateliers en novembre dans le même espace que le 17 octobre. Donc ça nous permettra d'être encore dans ces mêmes connexions pour avoir un temps de partage le 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida, qui va être une journée particulière à Lyon cette année, puisque la ville va recevoir un prix décerné par les élus contre le sida. Et nous, on a voulu justement questionner cette récompense en disant, mais ok, il y a cette récompense en 2016, mais de quelle histoire on parle? Et donc justement, on s'est rendu compte qu'on avait envie, nous, d'évoquer des personnes qu'on n'évoque pas souvent, justement toutes ces personnes qui sont ces aides-soignantes, ces infirmières, ces médecins qui ne sont pas les grands chefs de service, tout en donnant aussi la parole aux grands chefs de service. Et puis il y a aussi à se souvenir de toutes les belles personnes qu'on a perdues, et tout ça, ça a fait des vies extraordinaires, c'est nos vies.